De notre colloque, nous ne pouvions pas espérer une meilleure équipe que celle que vous voyez à nos côtés, à Samia et à moi, avec donc ces écrivains qui nous sont indispensables et qui ont su chacun décliner les présences de nos trois génies de la littérature et de la pensée que nous avons donc voulu célébrer au cours de ces 3 journées. Donc nous allons essayer d'évoquer tour à tour la manière dont chacun de ces écrivains conçoit l'héritage par rapport donc à ces 3 grandes figures et conçoit également et pratique la reformulation dans la littérature que eux ils pratiquent donc de cet héritage-là et donc dans une création dynamique qui n'est pas que révérence, loin de là. Alors vous m'excuserez de me focaliser sur cette revue que j'avais créée en 2006, la Nouvelle Anabase. La raison est simple, c'est que chacun de ces écrivains, à l'exception donc de Sylvie Candé et de M. René de Secati, dont on va évoquer un texte tout à l'heure, chacun de ces écrivains nous a confié une pépite pour chacun d'entre eux. Je ne dirais pas d'hommage, je dirais, c'est plus que ça, de ferveur par rapport donc à Saint John Perse dans leur conscience créatrice. Vous avez entendu hier certainement l'un des plus grands moments, c'était à l'UNESCO. C'était donc mercredi matin et mercredi après-midi. Vous avez entendu donc cette allocution de Patrick Chamoiseau qui nous a donc parlé de ses présences, de ses réelles présences et puis de ces liaisons magnétiques entre ces 3 grands. Et nous avons, pu recueillir d'autres liaisons magnétiques. En l'occurrence, celle de Patrick Chamoiseau, je vais l'évoquer tout à l'heure. Mais je voudrais commencer par ceci qui vous a tous frappé, j'imagine, dont vous vous rappelez, comme moi-même, l'année dernière, dans les circonstances que vous savez. Vous avez ceci, vous avez récitation pour Édouard, l'affectueuse révérence. Cher maître, la lézarde du pays réel a traversé la contrée des rocailles, notre vieille vallée des larmes, notre allée des soupirs. Elle a connu sans rémission le delta des ravages, l'océan des douleurs, puis de l'autre connaissance du pays des sans-chapeaux. Mais la lézarde du pays rêvé n'a jamais quitté les mornes, elle n'a jamais cessé d'arpenter les hauteurs où l'ombre et la lumière sont d'une même intention, et jamais déserté la vigilance des cimes. C'est par cette exigence qu'il lui a été donné d'irriguer le pays en fond d'oc et racines, de fréquenter le long secret des acacias, l'éternité des très vieux acomas, les soifs de la rocaille du côté des salines, et cette angoisse qui sert d'humus au bois sans chaîne des nègres marrons. Et c'est au vif de cette topographie devenue éminente, ces cannes à sucre et ces vieilles cases, la ruine des grandes usines, squelettes de bitation, qu'elle a tramé une claire vision du monde, qu'elle a ramené le monde à l'alchimie du lieu, qu'elle a versé le monde aux circulations souterraines de l'igname et des bleutés de la dachine, si bien que pas une seule poussière de ce petit pays, pas une maille de ses misères ou de ses tragédies n'a pu nourrir le moindre enfermement, un quelconque renoncement, toujours l'espérance la plus haute, toujours le soleil même fragile de la plus haute conscience. Et c'est parce que son eau était de poésie, ses dômes et ses bassins de poésie toute pure, qu'elle a su faire vision, dégager des futurs, confier aux pupilles en alerte le scintillement des avenirs. La lézarde aussi a enfanté des poètes, a distingué poètes. De Sainte-Marie à Lamentin, des Salines au Diamant, elle a laissé des souvenirs et toutes ces traces dont la fragilité forge la résistance et dont la brièveté éternise la durée. Je vois l'émotion dans les hauteurs de Besaudin. Là où la case originelle a disparu, je vois cet amour du Lamentin, au cœur des flèches violettes, dont les panaches maintenant invisibles des longues cheminées. Je vois cette écoute attentive des usines, jadis féroces, avalées par la rouille. Je vois aussi la plage ardente qu'il fallait chaque matin déchiffrer, et la confession du sable noir qui filtrait des volcans oubliés pour renverser la blancheur des coraux. Je vois les bains avec la chaussure bleue et le punch à préserver des mouches,
le carême qui asphyxie le vieux ventilateur, le poisson rouge à écailler pour le bon courbouillon. Et j'entends encore cette célébration renouvelée du Tinin et du Jolpolius, cette justice toujours rendue au bon d'amant Jacques jaune, et les colères, les mauvaises foi, et l'amitié, les indignations, et encore les colères, et toujours l'amitié, et surtout cette tendresse exigeante, flagellante et toute pleine d'oxygène qui forçait le gibier à conserver le cap sous une flatterie ni un seul compliment, avec juste la manière du commandeur sublime. Maintenant, cher maître, j'ai l'impression qu'un Acoma de 100 000 ans s'est effondré, qu'à Sainte-Marie, qu'au Lamentin, et qu'ici au Diamant, et même dans chaque parcelle de cette fixe tragédie qu'est le pays réel, un pan de paysage s'est laissé envahir par cette brume des déroutes que craignent les pêcheurs, et qu'il y a une solitude irrémédiable qui accable le guerrier. Et je sais aussi que, Wamisepamo, que les vérités meurent, mais que le vivant reste. Et donc que l'Acoma n'a jamais été aussi puissant. Sa grande livrée frémit déjà sous l'alizé de ses futurs, qui nous sont pour l'instant impensables, que les obscurités des paysages énigmatiques vont désormais non pas se dissiper, non pas se dire ou même se dévoiler, mais au contraire s'offrir à ces éblouissements très lents qui changent l'imaginaire et qui constitueront à coup sûr l'âme tutélaire de notre pays rêvé. Patrick Chamoiseau, donc l'année dernière, vous avez ainsi rendu hommage, et vous nous avez dit aussi la douleur de cette perte qui est peut-être aujourd'hui pour nous une renaissance, comme je l'avais dit dans les contes iraniens. On dit qu'à partir du moment où les palabres se font autour des poètes, ils renaissent finalement dans nos consciences. Est-ce qu'à plus d'un an de la disparition d'Édouard Glissant, vous pensez que sa pensée rayonne peut-être parmi nous plus que jamais ? Moi, je n'ai pas... D'abord, j'ai le sentiment d'être mieux habité par le travail d'Édouard et par sa pensée. C'est vrai que je n'ai jamais abordé ce qu'il a écrit de manière intellectuelle. J'ai toujours eu un rapport, entre guillemets, fusionnel et créateur ou créatif avec ce qu'il écrit. J'avais toujours le sentiment d'une compréhension immédiate avec ce qu'il proposait, même ce qu'il y avait de plus obscur. Ce qui fait qu'il y avait une telle présence de ce qu'il représentait en moi que son absence n'a rien changé à l'affaire. Ce qui a changé, c'est la perte d'un personnage extraordinaire, d'une amitié, de quelqu'un de pas facile, un sale caractère, enfin bon, tout ce qui faisait Édouard et qui constituait nos rapports quotidiens. Ceci étant, l'œuvre est là, et moi je n'ai aucune inquiétude en ce qui concerne sa puissance, sa pertinence et son devenir. Comme je n'ai aucune inquiétude en ce qui concerne celle de Césaire ou celle de Perse. On a beaucoup parlé de la dimension un peu colonialiste, conquérante, orgueilleuse de Perse, mais ça ne pèse pas beaucoup quand on voit la puissance visionnaire qui se déploie dans la totalité de l'œuvre. Tout cela ne compte que peu. Et ce qui m'a aussi été déterminant, c'est que mon premier rapport, autant mon rapport à Césaire a été un rapport immédiat, total, puissant, en pleine crise d'adolescence où j'ai fait ma négritude, autant mon rapport à Perse a été difficile. Moi, je ne voyais chez Perse qu'un conquérant, qu'un dominateur, que ce que Glissant appelait un ultime conquistador, Césaire un ultime conquistador. Et c'est vraiment Édouard qui, lorsque je lui disais ça, il ricanait. Et il m'a dit, tu devrais relire Perse attentivement, etc. Donc, ce qui fait que mon approche à Perse a été très, très personnelle. En tout cas, moi, ce que je dirais, c'est que j'ai eu la chance extraordinaire, enfin nous avons tous eu la chance d'avoir été contemporains de telles puissances créatrices.
Avant de venir dans ce colloque, j'ai essayé de parcourir encore une fois ce que Loïc m'a pas laissé beaucoup de temps, encore une fois Césaire, parcourir Perse et parcourir Glissant. Et j'ai été absolument impressionné par ce que ça représente en termes de, je dirais, de monstruosité créatrice. C'était vraiment, à tout niveau, nous avions là vraiment des puissances qui sont absolument considérables. Et nous avons des singularités irréductibles dans l'espace de la poésie. Ce que la poésie a de plus exigeant, nous avons des présences qui sont absolument singulières. Et ce qui m'a plu, c'est que ce colloque essayait de tenter non pas les synthèses ou les classifications, ou je ne sais pas quoi, mais vraiment essayer de trouver ce que Glissant appelait les liaisons magnétiques. Parce que les liaisons magnétiques, ça nous renvoie à ce que Glissant a toujours dit, c'est-à-dire que ça nous renvoie à la nécessité de la relation. Je crois qu'une des exigences de l'esthétique contemporaine, c'est vraiment la mise en relation de ce qui est séparé, de ce qui existe, de toutes les présences au monde, mais aussi de ce qui existe. Et je me rappelle de ce souci qu'il avait lorsqu'il avait le projet de créer le Musée des Arts des Amériques. Il disait que le meilleur moyen de dessiner les lignes de force du chaos caribéen ou du chaos américain, de toutes ces Amériques et de ces Caraïbes, de toutes ces émergences des créolisations qui sont des créolités, il disait que c'est indéchiffrable, mais qu'il nous faut patiemment mettre en relation ce que disent les artistes. C'est vrai qu'à l'époque, il ne parlait pas du tout de se mettre en relation avec Perse et Césaire, mais il avait le souci de mettre en relation tous les plasticiens, tous les arts visuels, pour essayer de dessiner une autre région des Amériques. Et cela, ça m'a toujours alerté sur cette nécessité qu'il y avait à tenter la liaison entre Perse, Césaire et Glissant, d'autant qu'elle s'est réalisée, je pense, en chacun de nous. En tout cas, elle s'est réalisée en moi. Elle n'est pas claire, elle n'est pas déchiffrée. Il ne faut pas qu'elle soit claire et déchiffrable. Je les vois de manière très, très distincte. Et en même temps, je fonctionne avec eux et j'écris avec eux, avec les trois magnétismes, de manière très, très active. Et ça, c'était précieux. Je pense que ça, c'est... L'idée de relation je pense que l'idée de relation, c'est une idée majeure qu'il nous faut apprendre à fréquenter parce qu'elle nous permet de revenir d'une certaine manière à la dimension de l'origine. C'est Jacques Lénard qui parlait de cette présence dans toutes les langues de l'écrit et de la parole. Mais il y a toujours un moment particulier où l'oral rencontre l'écrit et l'écrit s'organise avec l'oral et puis après l'écrit prend, je dirais, une ossature plus importante. Et la problématique que nous avions, nous aux Antilles, du fait de la langue créole et de la langue française, donc que Césaire avait, que Glissant avait et que Perse avait, c'était de retrouver ce moment de l'origine. Ce moment où non pas on va oraliser l'écrit ou, je ne sais pas, mettre de l'écrit dans l'oral, mais ce moment particulier où deux systèmes narratifs vont entrer dans des perspectives, dans des liaisons magnétiques. Et ça, c'est important. C'était plus ça l'idée d'une esthétique de la totalité, qui n'est pas une esthétique de la synthèse ou de la confusion, mais qui est une esthétique des interactions, des touches, des affinités, des contacts effervescents, des petits éblouissements solaires, de petites séquences énergétiques qui doivent nous permettre d'avancer sans esprit de système vers, non pas des vérités, mais vers des expériences individuelles. Parce que ce qu'ils nous apprennent aussi dans leur solitude altière et orgueilleuse, parce que là on parlait d'orgueil pour Seigneur Perse, mais c'est parce qu'il faudrait dire de l'orgueil de Glissant. Ce sont vraiment des solitudes puissantes, altières, étonnantes, qui étaient portées par une exigence absolument totale en ce qui concerne la littérature
et la poésie. Il me reprochait d'ailleurs d'écrire des petits livres et des petits textes, quoi. Ça ne supportait pas l'idée qu'on puisse disposer de talent d'écriture et ne pas en faire un usage solennel permanent. Donc ces solitudes-là signalent quand même une situation contemporaine qui veut dire que l'artiste ou l'écrivain aujourd'hui ne représente que sa propre expérience. La seule vérité qu'il porte, c'est la sienne. Et que cette expérience, c'est celle qui se construit en face d'une énigme, d'un inatteignable qu'est la totalité monde, le tout monde, ce qu'il a appelé le tout monde, que j'appelle la pierre monde. Enfin bon, cette perspective qui reste un horizon toujours à composer et à recomposer, mais qui s'inscrit dans la globalisation du monde et qui nous donne des perspectives où les liaisons magnétiques sont possibles, en tout cas servent de stimulation aux liaisons magnétiques. Donc leurs trois solitudes altières met l'accent sur une idée qui me paraît absolument essentielle, c'est que l'artiste est seul et que c'est la plénitude aujourd'hui de l'individuation qui nous donne la puissance des liaisons magnétiques qui nous sont nécessaires. Et ça, c'est important pour les sociétés dans lesquelles nous vivons, qui sont des sociétés d'individuation. Nous avons du mal à trouver de nouvelles solidarités. Nous cherchons encore à opposer à ce que nous impose le capitalisme. Le capitalisme est le seul système qui est réussi. Enfin, je ne sais pas si c'est un système, c'est un brouillard de voracité féroce qui arrive à chevaucher des imaginaires individuels et à remplacer le désir individuel par des pulsions de consommation. Et on a tendance à penser que ce processus d'individuation crée l'égoïsme, l'égocentrisme, les ruptures de solidarité. Or, c'est justement le contraire. Lorsqu'on voit, c'est la plénitude individuelle, donc l'œuvre. On peut parler d'œuvre pour un artiste, mais aussi on peut parler d'œuvre pour une vie ordinaire. Il y a toujours l'élaboration d'une œuvre. C'est cette plénitude que constitue l'œuvre de vie, l'œuvre de vivre, qui déploie la capacité à entrer en relation et qui va créer les relations et les solidarités neuves qui nous seront données. Donc ce sont toutes ces leçons-là qui nous sont importantes. Je ne sais pas si j'en peux encore dire deux mots. Bien. Et pour finir, je dirais que ce qui m'a bien éclairé aussi lorsque j'ai regardé, enfin lorsque j'ai vécu de manière très intérieure, j'aborde ces auteurs de manière absolument pas intellectuelle. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un artiste. Donc de manière très très sensible, c'est que je dirais que Césaire, Peirce et Glissant ont fréquenté un en dehors, c'est-à-dire un en dehors du pensable, un en dehors du convenu, un en dehors du réel. Lorsque Césaire fait un bond vers ce qu'il y a de plus détesté, de plus humilié, de plus oublié, de plus obscur, l'Afrique, le nègre, les méfaits de la colonisation, et que c'est à partir de là qu'il va lancer son expérience au monde, il est dans un en dehors. Lorsque Peirce, fuyant le trouble des digenèses et des créolisations, va se réfugier dans son nom, en fait, il se réfugie dans le grand large du poétique, il sera là aussi dans un en dehors, quelque chose qui ne concerne pas les réalités ordinaires du monde. Et c'est depuis ces réalités ordinaires du monde, donc cette élévation, cette forme d'orgueil, qu'il va procéder à cette espèce d'inventaire du monde qui va faire d'une certaine manière relation. Et pour Glissant, bien entendu, l'en dehors, ça va être cette énigme du tout monde dont il nous a parlé pendant longtemps sans jamais nous en donner une clé exacte, qui était protéiforme, inatteignable et qui va le rester. Ce qui suppose que la construction d'une solitude et la construction d'une œuvre, et toute œuvre artistique, et le point de départ d'une esthétique est toujours un en dehors, c'est-à-dire un impossible et bien entendu un impensable. Alors bien sûr, il y a ces liaisons magnétiques, mais il y a aussi dans votre œuvre, Patrick Chamoiseau, ce constant appel vers l'intertexte, en tout cas pour ce qui est de Saint John Peirce.
On a pu en parler lors de ce colloque. Et donc pour cela, évidemment, et j'invite tout le monde à retourner vers l'œuvre de Patrick Chamoiseau. Vous verrez que cette présence est constamment réaffirmée, constamment déclinée. Allez voir ça dans Biblique des derniers gestes, allez voir ça dans toute la production. Et puis il y avait en 2006, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces méditations à Saint John Perse qu'on nous avait confié Patrick Chamoiseau pour le tout premier numéro de la Nouvelle Anabase. Alors il disait ceci, en 40 paragraphes absolument géniaux. Je ne vais pas vous lire les 40, hein. Simplement le début et la conclusion. Saint John Perse, dans une lettre, vous évoquiez le critique idéal. Face à l'œuvre du poète, il devrait, disiez-vous, se transformer en compagnon de route, cheminer avec l'œuvre, en vivre les écarts, en vivre les rêves, l'obscur et l'indicible. Trouver, comme le poète, par le dedans, ces éclats du réel qui échappent au réel. Ce critique devrait être poète lui-même, sous peine de n'être pas. Et vous aviez raison. Vous analysez, vous expliquez, vous sortir de l'éclat pour d'analytique transparence ont toujours semblé des entreprises vaines. Au-delà du mot restitué à son sens, de la métaphore enlevée à ses pliures secrètes, au-delà de vos montages et mystifications, au-delà de l'obscur déchiffré brillamment, demeure toujours le poème, telles l'effusion intime du coquillage, indéfectiblement lié à ce vaste océan. Votre mystère ne peut pas se dissiper comme une ombre portée. Votre obscur ne peut pas s'éclairer. Votre dire ne peut pas s'estampiller d'un sens ou d'une vérité de lecture. Votre mystère est votre beauté. Votre ombre, cet incomparable éclat, c'est une trame tissée à même votre parole et qui fonde le sens profond de votre parole. C'est pourquoi chaque explication d'un de vos vers ou d'un de vos poèmes, chaque plongée savante dans l'une de vos œuvres, nous apporte de grandes joies, mais elles ne font qu'en souligner l'incomparable énigme. Saint John Perse, je viens donc auprès de vous méditatif. La méditation est fille de l'ombre et de la lumière. Elle ne craint pas le mystère et se soucie peu du chiffre de la beauté. Elle sait se faire aveugle pour mieux voir et distinguer la nuit dans la plus haute lumière. Elle sait le monde ouvert, le relatif des vérités. Elle ne se projette pas, elle n'écrase pas d'un sens ni n'assujettit dans l'interprétation qui se veut magistrale. La méditation est une errance tourbillonnante du sentiment. Le sentiment est poésie de la pensée. Elle s'approche des feux intenses, juste pour s'amplifier, s'enivrer de beauté et aborder aux rives de cette connaissance qui aide juste à mieux vivre. Et il terminait ainsi, Saint John Perse, me voici au terme de cette méditation. Je vois votre sourire. Vous savez que le poème et votre œuvre encore plus échapperont toujours à nos explications, et plus encore à mes méditations. Mais je les pratique volontiers, de plus en plus en votre compagnie, pour le plaisir bien sûr, pour la fréquentation d'une beauté ouverte et pour me tenir en éveil grâce aux échos inépuisables de ce vaste édifice. La pierre monde, maintenant, nous entoure. Nous devrons y vivre et tout réinventer, sans système, sans idéologie, sans même une certitude. Il nous faut des postures souples et de latérale disponibilité. Cela demande une conscience autre, un autre regard sur nous-mêmes et sur notre présence sur cette terre. Votre poésie a pressenti cela. Elle qui nous offre à chaque étape de notre vie les grandes pistes de l'envol, les vertiges stimulants, toujours non résolus, de l'éveil. Ce critique dont parlait Patrick Chamoiseau, peut-être qu'Édouard Glissant, peut-être éventuellement, qu'il l'a rencontré sur son chemin et que nous allons l'évoquer aujourd'hui avec Samia Kassab-Charfi, qui va donc nous parler du rapport de René Tsekati, dont vous avez peut-être certainement tous lu les critiques dans le monde des livres, par exemple, des ouvrages d'Édouard Glissant. Donc ce rapport de René Tsekati à Édouard Glissant, qui est certainement également exemplaire d'une sorte de conscience, d'une sorte de lucidité devant l'œuvre. Oui, je suis ravie de vous présenter René Tsekati, puisque c'est une table ronde qui met en relation. Alors on est vraiment en ce jour anniversaire de la naissance d'Édouard Glissant. On est là pour en fait exemplifier, pour incarner ce qu'il voulait, ce qu'il pensait, cette poétique de la relation, et mettre en relation des écrivains, mettre en dialogue des écrivains.
Et j'ai à côté de moi un écrivain qui a un petit peu à lui tout seul un tout monde, parce qu'il est français, il est né en Tunisie, et il est très sensible il a un texte absolument magnifique qui est devant moi là, dont je vais vous lire quelques extraits sur Glissant. Et je vais d'abord lui donner la parole pour qu'il nous parle un tout petit peu de ce rapport qu'il a eu avec cet écrivain. Moi, c'était en partie un rapport intellectuel, bien sûr, c'était un rapport de lecteur. Je n'avais pas avec le monde même antillais un rapport qui pouvait être explicable familialement ou par ma vie même. Bien sûr, la rencontre de Patrick Chamoiseau était déterminante pour moi parce que la lecture du premier manuscrit de Patrick, parce que je travaillais chez Gallimard quand Patrick a été publié pour la première fois, a été tout à fait extraordinaire parce que j'avais une représentation du monde antillais qui était extrêmement pittoresque, non pas colonisateur. J'ai jamais eu ce regard-là, certainement pas sur le monde noir ni sur le monde des Antilles, mais un rapport lointain, simplement d'éloignement. Et la lecture du livre de Patrick, enfin des deux premiers livres d'ailleurs, c'était les deux premiers, a été une révélation parce que un sentiment de familiarité phénoménal. C'est-à-dire que quelque chose se passait qui n'était pas du tout de l'ordre du réalisme. J'ai toujours détesté la littérature réaliste, naturaliste et pittoresque. Et là, il y avait une réalité vivante qui apparaissait par les moyens stricts de la littérature. Et comme vient de le dire Patrick, en fait, il faut puiser dans ce que l'on a de plus individuel pour parvenir à l'universel, à condition d'avoir la faculté de partage. Et ce que a bien sûr Patrick, comme tous les grands écrivains, et c'est à travers lui, au fond, que je suis arrivé à Édouard Glissant, en lisant des textes de Patrick, notamment Écrire en pays dominé, ou avec cette idée merveilleuse de la sentimenthèque, qui trace des liens, des relations justement entre des littératures qui apparemment n'avaient absolument aucun lien autre que la littérature même, et une certaine vision de l'humanité. Et je dois dire que en découvrant peu à peu l'œuvre d'Édouard Glissant, il y a eu beaucoup de points que j'ai découverts. C'est-à-dire, la première chose, c'est son rapport au réalisme. C'est-à-dire que j'ai découvert en lui une capacité d'utiliser la littérature pour faire vivre le monde, la diversité des expériences en effet, mais sans aucune représentation mimétique. Ce qui, la lecture de La Lézarde par exemple a été pour moi une très grande révélation, parce que alors que c'est l'histoire d'un destin individuel, mais avec un usage de la narration qu'il faudrait d'ailleurs vraiment approfondir, qui est tout à fait unique de la place de l'écrivain par rapport à la réalité dont il parle. L'autre point qui me semblait évidemment fondamental, c'était la réflexion de Édouard Glissant sur le pouvoir. Les pouvoirs, comment analyser sur un plan politique qui ne soit jamais binaire, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui ne soit jamais opposé un pouvoir à un autre, parce que on ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas analyser l'évolution même de l'humanité en imaginant un fort et un faible, et en donnant raison à l'un contre l'autre. Tout est histoire de relations. Évidemment, on peut prendre parti, et avec beaucoup de violence et beaucoup de détermination, dans certaines situations, ce que Édouard Glissant n'a jamais manqué de faire. Évidemment, la vie politique des dernières années a montré la force de Glissant, qui malheureusement est mort sous le sarkozysme, et donc a vu les terribles dérives, et quelle merveilleuse réponse à chaque problème. Glissant, souvent en se co-signant avec Patrick, a tenté, non pas d'apporter, il n'apportait pas des réponses,
mais il posait des questions que je trouvais absolument fondamentales. Et enfin, le dernier point qui a été abordé ici dans les différentes interventions qui ont été faites, c'est le rapport à l'art. Et ça, je trouve absolument fondamental qu'un écrivain réfléchisse aux autres formes de création et ne distingue jamais complètement la création littéraire de la création picturale ou musicale, etc. Parce que la littérature, il faut le rappeler, ne doit jamais être instrumentalisée. Elle ne doit jamais être instrumentalisée pour défendre une thèse, mais elle doit être utilisée pleinement en tant qu'art. Et donc, c'était toutes ces raisons ont fait que quand j'ai commencé à lire Édouard Glissant, j'ai commencé par lire les derniers livres, c'est-à-dire les livres de mythologie, disons, entre guillemets, sur l'épopée des Batuto. Je me suis rendu compte, évidemment, qu'il y avait là un rapport au roman, à la littérature, qui était non pas ce que moi je recherchais, mais disons que je sentais une famille, une prise de position par rapport à l'art qui rejoignait mes grandes admirations dans d'autres domaines. Enfin, Pasolini, puisque je suis complètement passionné de l'œuvre de Pasolini, ou Kenzaburo Oe, ou tous ces écrivains dont j'étais plus familier pour les avoir traduits, et il me semblait qu'on était là dans une famille de pensée qui me convenait. Ne parlons pas de son lien à la philosophie et au système. Moi-même étant de formation philosophique, j'ai fui la philosophie par le dégoût du système, le danger que pouvait présenter le système, et ça ne m'a évidemment pas étonné de voir le lien très fort qu'il y avait entre Édouard Glissant et un philosophe qui était tellement proche de l'art et de l'expression artistique, qui est Gilles Deleuze. Et donc qu'il y ait eu ce lien montre évidemment l'extraordinaire cohérence de cette œuvre qui est à la fois poétique, philosophique et narrative, mais dans une narration totalement transfigurée. Voilà, c'est pour expliquer, donc il y a un lien qui est fortuit, entre guillemets, qui est le fait que je suis devenu familier d'une certaine manière de la littérature antillaise et de la problématique antillaise telle que Patrick Chamoiseau l'interprétait, et qui m'a permis d'être plus sensible, disons, à un certain nombre de problèmes que posait Édouard Glissant, mais peut-être plus en profondeur. J'ai vu à quel point l'œuvre de Édouard Glissant pouvait rejoindre des préoccupations. Vous avez évoqué mes articles dans Le Monde, c'était parfois de haute lutte, qu'on devait obtenir à ce moment-là des articles pour une littérature qui était réputée difficile, hein, donc parce que ou bien trop particulière, ou qui ne pouvait pas toucher un très grand public. Et donc heureusement, bon, là il y avait un moment où il y avait une très grande écoute dans le journal pour un moment où Édouard Glissant était en position de relative faiblesse, disons, dans le champ littéraire parisien, médiatique, hein, qui est, comme vous le savez, malheureusement dominant. Ça ne changera pas. Mais heureusement, il y a quand même des portes ouvertes pour défendre la littérature poétique. Merci René de Secati. Pour prolonger ce rapport de familiarité que vous venez de décrire avec Édouard Glissant, moi je suis en empathie avec ça, parce que j'ai ressenti la même chose lorsque j'ai découvert Glissant. C'était vraiment une découverte fortuite à la fin de mon travail sur Saint John Perse. Et donc pour prolonger cela, je vais me permettre de lire des extraits d'un très beau texte que vous avez écrit, que j'ai prononcé, oui, à la BNF. Voilà, le 31 mai 2011. Édouard Glissant, l'ombre que je chéris en moi. J'ai choisi quelques extraits. Bien sûr, pour parler de Glissant, il faut commencer par le poème. De la poésie naissent la conscience, le combat, la réflexion, la connaissance du monde, du divers, du tout-monde. Mais jamais
jusque dans la philosophie, jusque dans le compagnonnage philosophique avec Félix Guattari et avec Gilles Deleuze, auteur de la notion de rhizome, fondatrice non pas d'une théorie, mais plutôt d'une anti-théorie politique, d'une anti-théorie des frontières en tout cas, mais d'une pensée pamphlétaire de la planète, des langues, des mélanges, des soubassements culturels qui unissent et diversifient sans jamais amalgamer ni diviser. Jamais on ne quittera le poème. Dans le roman non plus, on ne s'éloignera jamais du poème. Dans les manifestes non plus, on ne s'éloignera jamais du poème. Il faudrait aussi, pour parler de Glissant, partir de Senghor et de Césaire, réunis au premier congrès des écrivains et artistes noirs en septembre 1956, à la Sorbonne, à l'amphithéâtre Descartes. Il faudrait suivre le parcours d'un philosophe qui n'a jamais tourné le dos à son île, qui a ramené sur son île les amis peintres, qui a uni le surréalisme à l'imaginaire antillais, qui n'a jamais voulu réduire l'imaginaire antillais ni à un folklorisme, ni à un dolorisme, malgré une lucidité aiguë de ce que sa culture et son histoire avaient d'unique, et malgré une volonté farouche de dénoncer les scandales de la misère, et qui n'a jamais voulu non plus exagérément esthétiser la beauté sensuelle de la Martinique. Il faudrait comprendre ce que la pensée d'Édouard Glissant a apporté à la conscience de l'Occident, à la formation conflictuelle de l'Europe, à tout ce monde qu'il est désormais impossible de penser sans les mélanges et les métissages. Comment transformer la conscience d'un peuple noir si lourd d'une histoire d'exclusion, si lourd de l'infamie des négriers, de l'esclavage, de l'exploitation éhontée, d'un colonialisme doublé d'un racisme, en modèle de combat non seulement idéologique, mais poétique, pour repenser l'humanité. En citant Senghor, Césaire, Malraux, Claudel, Saint-John-Perse, Faulkner, Patrick Chamoiseau, je sais que j'ouvre des pistes trop nombreuses pour ne pas dessiner un véritable labyrinthe. Mais si ce sont là des noms avancés par Édouard Glissant, qui n'était pas avare d'hommages et de reconnaissance de dettes, il n'envisageait d'ailleurs pas sa réflexion, ni même sa création, ni même sa fiction en dehors d'un dialogue. Grand pédagogue, tant dans son activité d'animateur de revue, la revue Acoma en 1971, et 10 ans plus tard, le Courrier de l'UNESCO, que dans celle plus littérale de fondateur d'un système scolaire nouveau en Martinique, Édouard Glissant croyait dans le pouvoir des mots, non pas au sens d'une manipulation idéologique, sans sous-entendre les politiques, mais au sens de la création d'un monde artistique à la mesure, ou plutôt à la démesure, du monde vécu des hommes. Glissant classifier la mesure de la mesure, classique, la démesure de la mesure, baroque, la mesure de la démesure, découverte du monde, la démesure de la démesure, le tout monde. C'est parce que le monde est constamment arraché aux hommes et dénaturé qu'il convient de lui rendre par les mots, qu'ils soient dits par les conteurs ou écrits par les écrivains, sa dignité, son intégrité, sa diversité, contre une fallacieuse unité qui n'est, comme le disait Pasolini, qu'homologation. Les grands poètes, d'où qu'ils viennent, partent d'une réflexion sur l'exclusion. Pas nécessairement la leur, bien sûr, mais celle dont ils sont les témoins. Genet, Pasolini, James Baldwin, cela va de soi, mais de plus inattendu. Marguerite Yourcenar, dont Glissant cite une page des mémoires d'Adrien dans La Terre, le feu, l'eau et les vents, une anthologie de la poésie du tout monde. Et je termine. Ce qui différencie Glissant des autres écrivains des îles, c'est qu'il ne dessine pas de portraits hauts en couleur. Non. Ce sont des sortes de visitations, comme celle du peuple des invisibles, les Batutos. Et pour expliquer son rapport très particulier à la chronologie, Glissant écrit: nous répugnons d'apprendre à dérouler le temps au long d'une corde marée, pour dénouer les filins de ses filiations, et nous ne reposons pas sur la douceur du temps coulant, n'étant ni frégate au vent, ni feuille de latanier bercée sur la boue rouge d'un marigot bordé de vieilles pleines lunes. Il y a chez Glissant
une générosité universaliste, un panhumanisme. Prenez tous les maux du monde et qu'ils se mélangent selon leur ordre et leur exigence, non pas selon les vôtres. Sa description d'un destin collectif imaginaire est pour lui l'occasion de répéter sa conviction que l'éclat d'un peuple est d'arrimer la beauté de son lieu à la beauté de tout l'existant. Je rends la parole à Loïc. Ceux qui ont suivi l'intégralité de notre colloque ont pu s'apercevoir qu'à des moments stratégiques, particulièrement bien choisis, dès la matinée de la commémoration du mercredi 19, la présence d'un écrivain parmi nous, et c'est Nimrod, a été particulièrement utile déjà pour nous rappeler la présence de Saint-Gor également dans nos évocations, ne serait-ce qu'à titre subliminal de notre colloque, mais enfin, il se trouve qu'il était présent déjà et qu'il a été l'un des initiateurs du congrès de 1956. Et puis Nimrod nous a rappelé l'importance de Saint-Gor dans cette émergence de cette conscience de diaspora également. J'y vois là ce à quoi Nimrod tient à être fidèle, c'est-à-dire à la fois son propre travail de créateur, son propre travail d'écrivain, et puis une sorte d'éthique du passeur. Vous savez que récemment, il a publié chez Actes Sud Junior une introduction pour les adolescents à l'œuvre d'Aimé Césaire. Et vous savez peut-être aussi qu'il nous avait fait cet autre cadeau. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de cadeaux avec cette revue, d'un texte très marquant sur Saint John Perse. Je commencerai par poser cette question à Nimrod. Qu'avez-vous retenu finalement de cette tentative que nous avons faite pendant ces 3 journées, de cette tentative de regard croisé, vous qui êtes fidèle à cette notion de passeur de culture, et puis avec cette présence de Saint-Gor que vous avez voulu nous rappeler? Merci Loïc. En fait, c'est très généreux de votre part, mais je me suis jamais vu dans la peau d'un passeur, en fait. Jamais. C'est simplement s'il y a quelque chose que nous partageons et que vous incarnez si bien, c'est plutôt cette ferveur-là. C'est tout. Parce qu'on ne peut pas approcher Saint-Gor, on ne peut pas approcher Saint John Perse, on ne peut pas approcher Aimé Césaire sans ferveur. Ce sont des monuments, ce sont des continents. Et en me faisant ce cadeau, en me conviant ici à cette table, j'y pensais comme ça, en cherchant quelques synthèses. Je m'étais rendu compte que c'est les 3 points que je trouverais à ces 3 auteurs. C'est d'abord qu'ils habitent l'océan, la mer. C'est la chose vraiment fondamentale, tellement fondamentale pour Aimé Césaire, qui nous a toujours dit ma poésie est volcanique, je suis un volcanique. Ce terme-là, répété par tous les critiques, je l'ai toujours trouvé un peu insuffisant, ou qu'il trahissait quelque chose qui n'était pas net. Parce que s'il est ce volcan qui éclate tout le temps, j'ai pas la sensation qu'il nous jette des cailloux sur la tête. Nous en mourrons tous. Et c'est comme ça, un jour, ces détails qui sont tellement gros, on ne les voit pas. Il me revient qu'il est né face à l'Atlantique, tout simplement. Et tout ce qui est éruptif, en fait, chez Césaire, mais ce ne sont que des geysers, tout simplement. C'est l'eau, c'est marin de bout en bout. De bout en bout. Voilà ce qu'ils partagent tous les 3. Ce que je trouvais encore qu'ils partageaient tous les 3, c'est l'île.
Ça paraît évident, mais ça va très très loin. Je l'avais dit à l'introduction, le 19, c'est aussi que, en creusant un peu, je me suis rendu compte que pour qu'un écrivain trouve sa place, c'est qu'il devienne une île pour lui-même. C'est ça. C'est comme ça qu'on trouve qu'on est à la fois frère et dans une extrême solitude, même quand on est adoubé de partout, c'est cela, trouver son île. Et trouver cette île dans cet orgueil qui avait donné hier à des échanges vifs et roboratifs. J'ai adoré ce moment. Souvent, quand on commence à tâtonner, et j'ai tâtonné beaucoup, quand on est au Tchad, on tâtonne nécessairement parce que quand vous vous présentez tchadien, on dit « Quoi ?» Vous êtes obligé de répéter 2 fois. Et souvent, à la 3e fois, on vous dit « C'est une colonie française ?» Oui, en effet. Bon, voilà. Et donc, quand on est né au Tchad, vraiment, on est en dehors de tout. Vraiment tout. Hein, là, ce n'est pas le tout monde, c'est le tout néant. Et donc, finalement, ça veut dire que, et ça, c'est terrible pour votre existence, ça veut dire que personne ne vous attend. Personne ne vous attend. Même quand vous parlez, on se détourne. Bon. Ça, et c'est que j'ai comme ça appris tout seul, avec des hauts et des bas. Mais oui, je suis seul, en effet. Cette île. Et donc, voilà ce qui m'a permis de passer par Saint John Perse. C'est à peu près comme je le disais dans l'hommage que vous m'aviez demandé de faire, c'est-à-dire d'aborder à ce continent Saint John Perse à peu près comme M. Jourdain qui fait des vers sans le savoir et qui fait de la prose sans le savoir. Et petit à petit, et ça m'a pris au moins 20 ans pour pouvoir comme ça arriver à assembler 2 ou 3 choses pour donner quelque cohérence à mon chaos. Et c'est ce qui fait qu'on devient un auteur. Vous avez dit, quand vous n'êtes pas passeur, vous avez dit que vous êtes un fervent. Et alors, c'est cette ferveur que vous nous avez fait partager, mais alors d'une manière tout à fait inattendue, dans le texte que vous nous avez envoyé pour le numéro 6 de la Nouvelle Anabase. Je vais vous lire ces pages-là, je vais vous lire cette page-là. L'influence ne paralyse que les âmes faibles. Au demeurant, elle opère à l'insu de l'influencé. L'emprunt au maître sera toujours maladroit si l'intelligence ne vient nous épauler, nous incitant à étudier sa mécanique, ses trucs. La grande leçon que j'ai tirée de la lecture de Saint John Perse, c'est la nécessité lyrique. Par facilité, j'aurais pu l'essentialiser. Pourtant, la société d'où je venais n'avait ni griot, ni rhapsode. Certes, ma mère fut une grande conteuse, mais elle m'a sevré des histoires merveilleuses dès mes 12 ans. Si j'en parle, c'est sur le mode du souvenir. Telle n'est-elle pas l'origine de la création poétique senghorienne, la nostalgie ? Le royaume d'enfance est une recréation. Il est un mythe, je veux dire une œuvre de langage. La raison pour laquelle Saint John Perse représente un don en l'espèce miraculeux pour moi, c'est que sa langue confère à mon être un honneur, une souveraineté et une aristocratie que me dénie habituellement la vie. Dans son œuvre, je suis roi. Oui, j'ai un royaume, et ce dernier est fait de peu de choses. Un cheval, des servantes, du vent, de la paille, de la poussière, de la pluie, toutes choses que je possède en abondance. Pour que la richesse, ou si l'on veut une forme de luxuriance, puisse circuler entre les éléments, il suffit d'un haut langage et d'une haute exigence de beauté. Hors de l'Occident, il n'est que des êtres élémentaires. Saint John Perse est notre poète, dont la langue s'éprend des vents, de la pluie, des oiseaux, de la sécheresse, etc. Il nous anoblit.
La seule forme de noblesse que nous réclamons est le poème, le sien en particulier. Il dit des choses claires et obscures, mais toujours guidé par le désir, le plaisir, qui rendent ces mêmes choses inutiles, c'est-à-dire précieuses, souveraines, dans le champ processionnaire de leur énonciation. Alors vous comprenez, quand vous recevez un texte comme celui-là et que vous avez le souci de transmettre la trace, la mémoire d'un poète qui est tout de même encore jusqu'à présent parfois vilipendé, eh bien vous vous dites que vous êtes devant un petit miracle. Hein, ces petits miracles, non pas des passeurs, mais des fervents de la culture. Voilà. Et, nous avons d'autres fervents ici, nous allons les évoquer encore. Tout à fait, nous allons évoquer justement Ernest Pépin, qui n'est pas présent à cette table, mais qui est dans la salle. Et il est là, M. Pépin, il est là, à côté de Roger Little, lui aussi fervent de nos débats, et donc à qui je voudrais rendre hommage, également comme l'un de ceux qui ont su faire partager justement cette ferveur de Saint John Perse. Et je voudrais lui passer la parole, à condition qu'un micro puisse lui être un micro-main puisse lui être passé. Pour lui demander, voilà, alors Monsieur Pépin, cette articulation que nous avons tentée, comment donc vous l'avez vécue, vous qui avez présidé la séance d'hier après-midi, comment vous avez ressenti tout cela ? Non, ça ira. Pour moi, j'ai vécu une croisière miraculeuse. D'autant plus miraculeuse que d'habitude, on met des frontières entre Césaire, Saint John Perse et Édouard Glissant. Et que nous avons cherché, je dirais, le humus commun pour pouvoir trouver, à travers la parole, le sens de la parole, ce qui véritablement converge vers, je ne dirais pas un humanisme, mais des humanismes. Chacun de ces phares a pris, je dirais, la poésie par un bout, tout en prenant la poésie par le bout suprême. D'un côté, la révolte dite Péléide, mais je suis d'accord avec Nimrod, qui est aussi de mer. De l'autre côté, la somptuosité des traces du monde, de la diversité du monde, dans une sorte d'ampleur assez phénoménale, qui parfois dérange, mais qui parfois aussi comble et nous ravit. Et finalement, je vis Glissant comme une forme de synthèse. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. Au niveau de ces paroles persiennes ou syriennes, dans la mesure où il va déplacer fondamentalement la problématique. Et ce déplacement-là qui fait sa valeur. Toutes les questions avaient des réponses où nous étions dans des certitudes, dans des fixités, comme il l'aimait à dire, auxquelles nous étions habitués. Et que nous reprenions parfois. Il m'est arrivé de reprendre, en tout cas quand j'avais 20 ans. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pu comprendre que Glissant n'était pas compliqué, comme on le disait à l'envi, mais au contraire, non pas transparent, mais au contraire, ailleurs. Et son ailleurs, c'est l'entrelacement, c'est l'emmêlement, c'est ce souci de la trace. Et ce génie particulier qui relie, à mon avis, un peu les trois, mais chez lui, c'est encore plus profond, c'est qu'il a tiré de son lieu toute la problématique littéraire qu'il a suivi sa vie durant. Qu'on peut lire de ses premiers textes jusqu'au dernier texte, on verra toujours justement cette pensée, on dirait, en archipel dont il aimait parler, le rhizome, la trace, et tout cela, avec tout cela, non seulement il nous interroge, mais je dirais pour terminer, qu'il embellit le monde, puisque tu parlais d'un ennoblissement, parce qu'il rêve d'un monde qui ne soit pas hiérarchisé, qui ne soit pas un monde de frontières, qui ne soit pas un monde finalement d'imposition, mais d'un monde où, je dirais, où les lieux se questionnent les uns les autres, de façon à chercher non pas une unique réponse, Glissant avait haine de l'un, mais des réponses possibles qui nous rendent frères. Voilà, merci.
Ernest Pépin, on peut embellir le monde, mais on peut également embellir l'héritage. Et c'est ce que vous faites. Vous avez récemment écrit ce texte que nous allons bientôt publier, cette parabole de la mer qui est non pas un pastiche, mais un hommage, à la fois stylistique et thématique à St. John Perse. Écoutez-moi cela. J'invoque la mer et son audience funèbre et l'odeur violente de son acclamation. La mer qu'agite un remords très ancien et qui s'engouffre dans le livre de ses voiles. Mer de bonne alliance et repu d'amnésie pour qui fut témoin du crime. La foule n'était point oripaille, mais avide seulement de chair, comme une femme qui se pâme devant l'étoffe neuve aux doigts de l'amant. Montrez, dit-elle, tendant une main impérieuse, ce nègre d'eau salée qu'il me plaira de multiplier ou de mutiler. J'invoque la mer et son tumulte d'insouciance à l'arrivée des îles, le vent haut des falaises assaillies d'oiseaux sacrés. Et nous voilà, hommes des mers, prisonniers des labours et des caprices du fouet, retournés au commencement de l'enfance, aux servitudes du vaincu, à la noblesse des mornes. J'invoque la mer gardienne de la coupure, comme qui dirait une guillotine ou les incisives d'une matrone sur le cordon ombilical. Les vagues ont fait leur révérence pieuse et des peuples s'agenouillèrent malgré leur nudité et l'éclat de leur sexe, et ce fut comme un piège bordé d'écume sanguignolante, et nul ne devait s'en retourner dans la terre d'avant confiée à l'arbre de l'oubli. J'invoque la mer comme une longue chaîne au pied des îles, comme une frondaison majeure et jalouse, comme une femme mettant au monde un soleil noir dans un grand cri jamais éteint. Merci pour ce texte. Dans la connivence, dans la transmission, il y a également l'amitié. L'amitié du prince, certainement, et l'amitié de St. John Perse. Amitié qu'a pu partager ce grand témoin qui est à nos côtés aujourd'hui, Pierre Auster. Et nous avions voulu lui rendre un tribut jadis dans notre revue. C'est lui qui est l'auteur de ces lignes, le seul maître. À propos donc de St. John Perse, une sagesse très ancienne inspire le seul maître que nous pouvons honorer aujourd'hui. Aussi bien le prix qui s'attache à son œuvre ne dépend-il pas de notre sentiment. Cette grande parole nous tient ouverts, une sérénité souveraine l'empreint. Sachons qu'il est loisible d'en tirer bénéfice. Qui procéderait ici au rassemblement des images, rapprocherait les mots, analyserait les richesses d'une diction parfaite, n'atteint pas le lieu qui nous est proposé. La vérité d'un poème n'apparaît qu'au regard qui l'embrasse. Elle est d'abord paysage. Dans ce lieu, on éprouve avec force qu'un homme marche et respire. Chaque page entraîne à quelque victoire. Si le réel est multiple et changeant, cette multiplicité est bonne. Ce mouvement nous donne l'être, puisque je dis pouvoir d'y retourner par l'exercice de la parole et la nécessité qui fait ployer la nature et le principe de ma libération. Pierre Auster, vous avez donc été cet ami de St. John Perse, on peut le dire. Vous avez été ce témoin avec cette grande aventure de honneur à St. John Perse que nous avions déjà narrée à quelques occasions. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement si cette articulation que nous avons voulu établir lors de ces 3 journées vous semble pertinente ? Je voudrais d'abord... On va prendre celui d'à côté. Tu prends le mien, tu prends le bouton vert. Ah oui, il marche pas. Non, je ne répondrai pas directement à la question que vous me posez, mais je voudrais commencer justement par ouvrir une parenthèse. Il y a de cela 25 ans, 30 ans peut-être, dans mon petit bureau des éditions du Seuil, rue Guénégaud, on me passe on dit qu'on m'appelle, et quelqu'un me dit « Vous êtes un ami d'Édouard ». C'était Patrick Chamoiseau qui me téléphonait en se présentant comme un ami d'Édouard et qui me dénommait ami d'Édouard, si bien que un lien s'est créé entre nous que peut-être vous avez oublié. Mais moi, je n'ai jamais oublié ce coup de téléphone parce que tout d'un coup, j'ai compris que les amis d'Édouard, ça faisait beaucoup. Mais maintenant, je me trouve, cher Loïc, moi, dans la situation catastrophique du nain, 3 fois nain, que les images les plus belles submergent parce que, effectivement, j'ai connu
où j'ai côtoyé, où j'ai eu le sentiment que je pourrais côtoyer un jour des gens, des personnalités aussi diverses que, non pas St. John Perse, que personne n'a jamais rencontré, mais qu'un monsieur qui s'appelait Alexis Léger, que j'ai eu l'honneur de connaître, de servir. J'ai même pris des bains avec lui, et prendre un bain avec Héraclite, c'est assez amusant. Bon. Mais pour revenir à Édouard, en voyant le film, là, où on avait le sentiment qu'il avait froid pendant que ce film a été tourné, puisque tout ça, l'ouverture est mort de froid, pratiquement, d'inanition et de froid. Et quand j'ai connu Édouard, en 1958, c'était très exactement à 1 mètre près, devant la Galerie du Dragon. D'abord la Galerie du Dragon, tenue par un poète et éditeur et homme de galerie, homme de peinture, qui s'appelait Max Clarex-Sirou. Édouard, à ce moment-là, que je ne pouvais pas nommer Édouard parce que je venais tout juste de lui être présenté, offrait l'image d'un homme, non pas perdu, alors qu'il l'était en réalité, mais il s'employait à ne pas paraître comme un homme perdu. C'était un homme entouré déjà. En 1958, il avait donc 30 ans. Ses amis étaient très nombreux et c'était des gens qui lui portaient un amour et une amitié, et il leur rendait. Il leur rendait l'amour, il leur rendait l'amitié. Il y avait Jacques Charpier, il y avait Jean Paris, il y avait Tarpignan, il y avait Kateb Yassine. Je veux dire que ce solitaire a toujours été un homme qui a su aimanter autour de lui, comme ça, une sorte de limaille humaine qui se prenait. Bon, mais c'était aussi un homme étonnant, donc je le rencontre en 1958. Qu'est-ce que je dis? Oui, en 1958. Et puis, un jour, il m'a donné la plus grande preuve d'amitié qu'on puisse adresser à quelqu'un, à un jeune homme. Voilà comment les choses se passent. J'arrive en août 57 sur une base aérienne, la base aérienne 140, à Blida, au pied de l'Atlas blidéen, qui était peuplé de gens qui savaient manier les armes. Et alors, je reçois une lettre d'Édouard, c'était une de mes premières lettres. Jean Grosjean m'écrivait aussi déjà. Une lettre d'Édouard, lettre qu'il a oubliée, qu'il prétend ne m'avoir jamais écrite, mais c'était une lettre pour vous dire quelle preuve d'amitié il m'apportait, à moi infime. Il me disait « déserte ». Je ne peux pas croire qu'il n'avait pas consulté. Il était allé une fois à Alger. À Alger, il avait été repoussé par les parachutistes qu'il avait mis dans l'avion. Mais moi, je ne pouvais pas prendre un avion et je ne pouvais pas monter dans la montagne sur l'injonction d'Édouard. Si j'avais songé même à suivre l'injonction et à lui obéir, je ne serais pas là. Je ne sais pas. Bon, mais c'était là la plus grande preuve d'amitié, au fond. C'est peut-être la plus grande preuve d'amitié qu'il m'ait jamais donnée, c'est de me croire capable de me mettre dans son sillage de fervent de toutes les indépendances. Mais moi, à 24 ans, je n'allais pas me mettre comme ça dans la situation de quelqu'un qui allait suivre Édouard. Je ne pouvais pas. Je pouvais pas. Bon, mais cet être, oui, c'était quelqu'un d'amitié. Et l'amitié, chez lui, s'exprimait de façon tout à fait extraordinaire. Lorsque Patrick Chamoiseau a reçu le prix Goncourt, le téléphone sonne encore une fois, et la standardiste me dit « Vous avez un appel de bâton rouge ». Et alors, c'était très amusant. Et j'entends une voix, que je reconnais être la voix d'Édouard, qui me disait « Espèce de con ». Alors, effectivement, je n'avais pas réussi à faire entrer Patrick Chamoiseau dans la fine équipe des romanciers du Seuil. Je n'avais pas ce pouvoir, j'étais un petit conseiller littéraire. Alors je lui dis, espèce de con, mais tu dis ça au singulier ou au pluriel? Ah, il me dit, non, au pluriel. Au pluriel, ça veut dire vous, les gens du Seuil, qui peut-être un jour me laisserez partir, vous n'avez pas compris que Patrick Chamoiseau était un écrivain de première force. L'amitié qu'il montrait à Patrick Chamoiseau le conduisait à me téléphoner pour nous traiter de con. Et alors, Édouard m'a dit au téléphone, eh bien écoute, pour ta punition, puisque tu as échoué à faire entrer Patrick Chamoiseau au Seuil, tu vas aller chez Gallimard et en public, tu vas lui poser un baiser sur le front, ce que Patrick a oublié, parce que mes baisers sont des baisers furtifs, fugitifs. Mais Antoine Gallimard, lui, avait vu quelqu'un qui arrivait du Seuil pour baiser sur le front son prix Goncourt. Et alors, il m'a dit, venez dîner avec nous. Bon. Édouard était grand, il était maigre, il avait froid, il n'avait pas grand-chose. Ses amis s'employaient à essayer de lui trouver des subsides ou je ne sais quoi.
il n'avait pas tellement envie de travailler dans une maison d'édition, par exemple. Il ne pouvait pas, il était étudiant. Et là, sur cette période de sa vie, moi, je suis tout à fait capable de me tenir silencieux parce que je ne sais pas qui il était, ce qu'il faisait et comment il survivait. Il survivait difficilement. Donc, Édouard, je l'ai un peu côtoyé, Sylvie le sait, mais ça, c'est pas une preuve d'amitié qu'il m'a apporté, mais un jour, ça se passait place Saint-Sulpice au marché de la poésie, et il y avait des gens qui, pour une télévision assez connue, le suivaient pas à pas. Et le personnage qui dirigeait la petite équipe me dit, dites quelque chose. Et Édouard m'a pris, il m'a dit, ne dis rien, tu n'y comprends rien. C'est-à-dire, j'étais devant lui le petit blanc. Le petit blanc qui manifestement n'était pas en mesure de prendre d'avoir une vision totale de l'œuvre qu'il était en train de construire, mais c'était quand même très tôt. Et ce que j'apprends devant vous, dans ma qualité de nain, m'emplit d'une joie très très grande. Et en même temps, je me dis, Pierre, tu es un idiot, tu n'as pas compris qui était Édouard et quel était le nombre de champs, la multiplicité des champs de recherche qui étaient les siens. Cela m'a échappé. En revanche, juste avant sa mort, j'ai écrit un petit texte qui a été lu à Saint-Germain-des-Prés par le père de Siletti, que je vous ai donné, et où, en quelque sorte, je fais amende honorable. Vous l'avez perdu déjà. Et que je vais récupérer tout de suite, pour pouvoir le lire. Hein? Pour pouvoir le lire, je vais le récupérer tout de suite, parce qu'il faut impérativement qu'on le lise. Oui. Oui. Bon. Alors. Bon. Enfin, je suis vivant, je n'ai pas déserté. C'était juste. Qu'est-ce que vous cherchez? Loïc Persas, la littérature. En revanche, pendant que Loïc cherche, moi j'ai quand même pris connaissance de bien des travaux concernant Édouard et je suis moins nul que je ne l'étais à ses yeux. C'est un petit texte que j'ai écrit dans la nuit qui a précédé le service religieux, qui, je ne sais pas qui, c'est la famille, c'est vous. Édouard a quand même eu... il avait demandé cela? Ce solitaire, cet indépendantiste né, a été quand même honoré parce que Saint-Germain-des-Prés, moi je n'y étais pas, je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me lever. Il y avait du monde. Je voudrais lire ce petit texte. Édouard Glissant, par Pierre Auster. L'autorité le distinguait. Une autorité pathétique en ceci qu'il nous estimait capable de nous délivrer sous sa gouverne d'un universel dévalué par l'histoire. Le penseur, le philosophe, le poète voulait en effet entraîner ses lecteurs dans la direction d'une humanité plus grande et comme réconciliée sous le signe ségalénien du divers. On trouve dans cette œuvre de passion bien plus qu'une uchronie, à coup sûr merveilleuse. On pouvait y adhérer par éclair, on le devait, sauf à se diminuer. Quelque chose durera dans notre avenir, de tant de propositions tout à fait réfléchies. 5 février 2011. Et c'est tiré de Utinam Varietur. Alors, puisque nain je deviens de plus en plus petit. En 1961, à peu près, Jean Paulhan, un jour, me dit vous êtes libre à l'heure du café demain. Et je suis arrivé aux Arènes, qui était on désignait ainsi la maison de Jean Paulhan. Et je me suis trouvé face à quelqu'un qui s'appelle encore Alexis Léger, puisque Saint-John Perse, encore une fois, personne ne l'a rencontré. Il se trouve que j'ai été maintes fois ému pendant ces journées parce que je me rappelais dans quelles circonstances je m'étais trouvé avoir la charge, par exemple, de tenir le dossier pendant plusieurs années, le dossier d'un gros volume qui est votre livre de chevet, Honneur à Saint-John Perse. Mais il ne faut pas croire que cet ouvrage monumental qui compte, je ne sais pas, 200 pages, 4 millions de signes, ce n'était pas du tout le vœu de Gaston Gallimard que de publier un ouvrage aussi volumineux et aussi coûteux. Volumineux et coûteux, mais maintenant on ne le trouve plus. Si bien que j'ai déposé un jour le manuscrit
du volume sur le bureau de Gaston Gallimard, qui m'a dit de quoi s'agit-il. Il pensait que j'avais écrit un roman et que je voulais lui demander une avance pour acheter une voiture. Je lui ai dit non, Gaston, pas du tout, c'est le gros ouvrage que vous allez publier en l'honneur de votre grand ami Alexis Léger. Alors il n'a pas fait les grimaces parce que Gaston était un véritable seigneur. Et puis voilà, bon, le livre a paru. Tout le monde le possède? Non. Vénus ne possède pas ce volume. Ben, il est essentiel, il se trouve dans les bibliothèques. Il est essentiel à la connaissance de l'œuvre de Saint John Perse, disons. Merci puis Pierre ensuite- Auster. Je suis désolée de vous interrompre, mais on doit passer à Sylvie Candé parce qu'il y a un bus à 18h10 et sinon on va tous se dormir ici, là. Donc on est obligé. Tous les intervenants doivent prendre un bus qui nous attend devant. Un autobus? C'est très dangereux. Il y a beaucoup d'accidents. en ce moment. Bon, ben on arrête alors. Parce que nous allons fait tout le morning pour cette soirée poétique qui nous attend. Oui, bon, voilà. Merci Pierre Auster. On va dans 10 minutes. Merci pour ce beau témoignage. Et je passe tout de suite la parole à Sylvie Candé, qui est notre dernière intervenante, on va dire, qui est écrivain, ou écrivaine, on dit, professeur à New York, et qui a tout récemment publié une épopée, qui a publié Lagon Lagune, n'est-ce pas? Et a participé à un volume qui s'appelle La poésie, pourquoi faire? Elle va nous en lire un extrait. Me contenter de lire 2 extraits, faire une très courte introduction à ces extraits. Qu'est-ce que vous lui faites Donc je me contenterai de dire que la façon dont j'ai rencontré Édouard Glissant, c'est au travers d'un texte qui pour moi a été déterminant, en fait de quelques pages, d'une page qu'il a écrite dans l'Intention poétique, où il dit la damnation de ce mot métissage. Inscrivons-la énorme sur la page. Et pour moi, qui ai grandi à la période où l'empire colonial s'effondrait, cette phrase parlait à mes enfers. Et sur la même page, il recense, n'est-ce pas, les différentes modalités de la dépossession des métis, en concluant avec l'importance, avec la nécessité, n'est-ce pas, de ne pas oublier cette poétique de l'un, de ne pas oublier cette idée de la nation, mais de les dépasser. De les dépasser. Et donc, cette page a été absolument essentielle pour moi et pour mon parcours. Et c'est avec ferveur que j'ai essayé de travailler justement à cette injonction, même si je ne suis pas allée tout à fait dans cette direction, puisqu'il me semblait qu'il y avait encore des choses à dire. Le dépassement de ce métissage de circonstances, n'est-ce pas, pour Édouard Glissant, c'est la créolisation, c'est la relation. Et il me semblait que j'avais encore des choses à dire sur la situation que j'avais vécue et sur la tension dans laquelle je me trouvais, c'est-à-dire dépossédée parmi les dépossédés, mais privilégiée parmi les dépossédés. Et c'est à partir de cette tension et de la culpabilité qui en résulte que j'ai construit un certain nombre d'aspects de mon travail. Alors je vais simplement lire quelques passages ici très rapidement. Un extrait de Lagon Lagune qui est autour donc de ces expériences du métissage. D'abord, il fallait trouver le symbole caché au fond d'une histoire, l'histoire écrite dans un livre, le livre serré dans l'armoire d'une chambre, la chambre d'une vieille maison, la maison de mon père où place il y a, ainsi va la tradition, pour gens de toute qualité et complexion. D'autres généalogies, je ne m'en soucie plus. On demande si je suis la fille de Cadmos le Thébain, ou sans doute. Jadis, j'ai eu moi aussi une grand-mère au bord de son fleuve lointain que jamais n'ai de mes yeux vu. Celle qui m'a conté des contes et dit des prières en latin, c'est l'autre. Œil de granit et joue coupe rosée. Celle qui admit sur le tas qu'en fin de compte, il n'était pas inconvenant, non, de porter coiffe et de parler breton. Sommé le nomade de décliner l'origine, il pointe un bras vers l'ailleurs, frappe le sol du talon, plie son bagage et dit « Attends-moi ». C'est qu'au père là-bas et à la grand-mère là-haut, dans leurs finistères antipodes, on avait prêché tout pareil que langue maternelle est impie. Qui blasphème dans l'enceinte de l'école portera, suspendu à son cou, un morceau de bois, sabot ou symbole.
épiera la bouche des autres enfants jusqu'à trouver le prochain qui blasphème, refilera cet albatros en riant. Alors il fallait d'abord retrouver mon symbole, ce bois suspendu à mon cou qui m'empêchait de parler mon langage. La poésie ne convient qu'aux autres, ces mâles ténors de l'incantation, et tant la menue prose m'exaspère. Où placer juste ma voix? Penser à la troisième personne, elle donne de l'audace et un certain mystère. On l'oubliera de temps en temps et tombera rêveuse dedans son propre reflet, comme Sélénée la distante dans son haïk de brume, prise au piège parfois d'une mare. Un passage sur Toussaint. J'ai vu un jour le tableau d'un peintre dans un grand musée humain. Toussaint, à cheval sur une révolte rouge, pourfend la lune de son grand sabre trempé. Il est bel et bon d'être juste et droit aussi dans ses étriers. Comme il a fière allure, le héros à l'alezan. Le cœur crevé, j'ai su que plus me plaît l'impur, et plus encore le mouvement qui déplace les lignes. En ce temps-là, j'habitais une chambre bien laide, à la rue Pétion. En arrivant à Fort-de-Joux, Toussaint n'avait d'autre bagage que son journal posé à même le crâne, dessous son mouchoir de tête. De bicorne point, car on l'en décoiffa, séance tenante. Pour le confier aux bons soins de 2 matons, qui le déshabillèrent et puis le visitèrent à fond, en s'aidant d'un tisonnier. Se saisissent des liasses de papier. Qu'est-ce que c'est que ça? S'esclave-t-il. Un nègre Grimaud, poète, qui sait? L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Lance le manuscrit dans la cheminée pour encourager le feu. La larme qui jaillit de l'œil du vieux guerrier roule et gèle sur sa joue grise. Dans l'église d'un bourg voisin, Suzy, son épouse aux yeux lents de gondole, courbait bas une prière. Drôle d'oiseaux font les geôliers. Paisiblement, ils reprennent leur partie de passe-dit ou de pharaon. Les journées sont longues à Fort-de-Joux, et ni l'un ni l'autre ne savent lire. Vous aurez reconnu, bien entendu, des citations d'autres poètes français intercalées avec... Mesdames et messieurs, il y a 3 jours de cela, nous avions commencé devant vous un pari. J'espère qu'il a pu être tenu. En tout cas, c'était, comme je vous le disais, à l'UNESCO, ce que Senghor appelle le rendez-vous du donner et du recevoir. Finalement, le comparatisme dont nous avons essayé de décliner la pratique devant vous, c'était aussi ce rendez-vous du donner et du recevoir. Essayer de pister les humanismes de ces 3 géants, c'était aussi le rendez-vous du donner et du recevoir. Mais comme vous le savez, ce rendez-vous n'est pas terminé. Nous aurons ce soir l'occasion de célébrer la parole poétique, la parole de ces 3-là, et puis la parole de bien d'autres amis. Donc nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure au New Morning, et je vous remercie infiniment pour votre attention.